Eh bien, bonjour à toutes. Logiquement, il y a plus de femmes que d'hommes. Je suis Stéphanie Malavier, coach mindset des créatrices d'entreprise. Et aujourd'hui, nous allons inaugurer la première interview, les créatrices de l'entrepreneuriat, avec Laura Prieur, que je vous présenterai tout à l'heure. Et tout d'abord, ces interviews, elles sont pour qui? Elles sont pour toutes les femmes, en fait, qui sont sur le parcours de créatrices d'entreprise ou qui se posent la question de créer leur entreprise. Et toutes les études montrent que malheureusement, les femmes ont plus de difficultés à passer ce cap, parfois de quitter le salariat ou juste de passer de femme au foyer à entrepreneuse. Et toutes les femmes que je vais interviewer vont venir d'horizons différents, d'âges différents. Laura est particulièrement jeune, avec des thématiques différentes. Et tout ça pour nous dire comment elles ont fait, comment elles font actuellement pour réussir dans l'entrepreneuriat grâce à leur état d'esprit, leur gestion de leurs peurs, de leurs doutes, de leurs pensées négatives, peut-être aussi de leurs émotions et de leurs énergies, si on arrive à parler de ça aussi dans ce laps de temps. En tout cas, je te souhaite la bienvenue si tu veux en savoir plus. Et aujourd'hui, nous accueillons Laura. Donc Laura, bonjour. Bonjour. Tu as 29 ans, tu es fondatrice de La Positive et bordelaise et tu m'as confié que tu avais créé ta première entreprise à 23 ans et j'ai trouvé ça particulièrement génial. Tu as aussi commencé ta carrière en fait dans le BTP en tant que conductrice de travaux, mais rapidement, finalement, tu as créé ta première entreprise pour coacher des entrepreneurs. C'est bien ça? Tout à fait. Ok. Ensuite, alors je ne sais pas, du coup, est-ce que tu as continué le coaching des entrepreneurs en faisant aussi dans une agence de communication ou tu as fait les deux l'un à la suite de l'autre? Alors, j'ai d'abord eu ma société de coaching pendant 2 ans. Malheureusement, j'étais une très bonne communicante, mais pas une bonne commerciale. Donc, je suis retournée dans le milieu salariat où là, j'ai appris le commerce. Et sur cette période de salariat, j'avais laissé le coaching que je souhaitais laisser définitivement, mais qui est revenu se présenter à moi quelques mois après mon départ du salariat. D'accord. Et donc, quand tu as quitté le salariat, c'est là que tu t'es réinstallée consultante indépendante sur la stratégie de communication et tu avais 26 ans, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ça a été encore. Et donc, quand tu as créé La Positive, c'est un cabinet de conseil à destination des petites et moyennes entreprises. C'était en juillet 2020, donc gros challenge avec la crise sanitaire, en fait. Oui, tout à fait. Je sentais qu'il y allait avoir un point de bascule, un point de rupture sur la façon de travailler au sens large, que plein de personnes allaient avoir besoin de sens et il y a beaucoup de théories socio-spirituelles qui expliquent qu'il y a un point de rupture, qu'après les choses se polarisent et que tout se remet en ordre. Et je pressentais ce besoin d'accompagnement pour les entreprises, les professionnels, les personnes qui souhaitent se lancer, celles qui sont en reconversion. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, c'est contre-intuitif, mais on y va. D'accord. Alors, du coup, tu peux nous en dire juste un peu plus peut-être sur ton activité actuelle? Oui, bien sûr. Donc, j'ai un cabinet de conseil en développement, plein de mots pompeux pour dire qu'on va accompagner les entrepreneurs à aller concrétiser leurs projets. Comment? En allant corréler des données financières, donc un chiffre d'affaires à atteindre, ça oui, comme beaucoup de cabinets de conseil, en faisant des tests de personnalité pour choisir des canaux qui soient respectueux de la personne. Par exemple, un introverti, on ne va pas lui dire d'aller faire des conférences ou d'aller faire le show sur YouTube, mais plutôt d'utiliser des stratégies rédactionnelles et qui soient respectueuses de qui il est. Et en faisant matcher ça avec le marché. Donc, il y a vraiment le côté financier, le côté humain et le côté market fit, comme on dit dans le milieu. Donc, tout simplement, la base de la base chez La Positive, c'est de transformer un projet en plan d'action chez l'entrepreneur. Parce que quand on se lance, moi aussi j'y suis passée, on a souvent du mal à savoir quoi faire, comment. Donc, soit on en fait trop, soit pas assez, soit on se disperse. Et le but, c'est d'aller générer un plan d'action pour la première année pour les gens qui se lancent et pour 1, 2 ou 3 ans pour les autres, pour qu'ils puissent déployer leurs compétences. De ça, de ce plan d'action, peut naître des besoins en formation, des besoins en marketing externalisé ou des besoins en stratégie plus élaborée, entre guillemets. Donc on a ces 3 axes chez La Positive. Aujourd'hui, on est 12. J'ai 3 salariés et 8 collaborateurs indépendants qui sont affiliés à la marque. Et cette année, j'ai la volonté de recruter dans toute la France pour apprendre à tous les consultants indépendants à faire de la stratégie qui permettra une bonne vulgarisation auprès des clients. Et tout ça à même pas 30 ans. Bravo, c'est exceptionnel, j'adore. Alors, finalement, là, ton activité actuelle, c'est celle qui est en train de prendre de l'essor, mais ta première entreprise, c'était à 23 ans. Est-ce que tu te sentais déjà entrepreneuse dans l'âme
ou est-ce que c'est le salariat qui t'a fait dire que c'était pas pour toi? C'était quoi le déclic en fait de quitter le salariat pour devenir entrepreneuse? Alors, c'était pas très confortable comme moment. Pour poser le cadre, j'ai un père qui exerçait en libéral, mon oncle et ma tante sont entrepreneurs. Ma mère était pure salariat, banquière chez Rothschild dans sa jeunesse. Donc, j'ai un peu les deux repères, entre guillemets. Ce qui m'a fait avoir un gros déclic, c'est que donc, j'ai un côté où j'ai toujours besoin d'être stimulée. Donc, je travaillais énormément, j'avais repris des études en même temps que j'étais conducteur de travaux. Et on m'a demandé de faire des choses qui étaient plus alignées avec mes valeurs. J'estime que quand les gens s'embêtent sur 30 ans pour construire une maison, on se doit un minimum de qualité dans la livraison de l'ouvrage. Je n'en dirai pas plus pour ne pas diffamer les gens avec qui j'ai travaillé. Très bien. Donc, à 23 ans, je me suis laissée absorber dans une vague de j'en fais toujours plus parce que je ne suis pas heureuse et pas à ma place, qui s'est soldée par un petit burn-out, enfin petit, rapide mais intense, comme tout ce qui se passe dans ma vie. Et à ce moment-là, quand on est coincé dans son canapé, qu'on ne tient plus debout sur ses jambes ou que faire 10 mètres devient une épreuve, on se réaligne. Et donc, je me suis fait accompagner pour un peu faire le ménage dans tout ça. Coup de cœur pour le métier du coaching. Une angoisse viscérale de retourner dans le salariat parce que pas envie de mettre en application des choses qui ne sont pas en cohérence avec mes valeurs. Donc c'est parti pour l'entrepreneuriat. J'étais jeune, j'avais pas grand-chose à perdre. Donc, je me suis lancée. Donc cette phase-là de prise de conscience, d'accompagnement, de travail sur toi pour décider de rester ou de quitter le salariat, ça a pris combien de temps finalement? Alors, le burn-out, c'était en octobre et novembre. J'ai créé ma boîte en juin. Donc, le gros travail thérapeutique, enfin le début, hein, parce que quand on est entrepreneur, c'est en permanence, c'était les 2-3 premiers mois, où là, on a été bien péter les fondations, hein, si je peux faire des métaphores BTP. Ouais. Et après, j'y suis toujours, j'y vais, j'en reviens. Et à chaque fois qu'on veut progresser dans l'entrepreneuriat, ça implique de regarder ses blessures, de se regarder en face et de transcender un peu tout ça pour être capable d'agir et déployer ce qu'on a à déployer pour avancer et mener à bien ce qui nous tient à cœur. Du coup, quand tu parles des choses que tu as dû péter, les fondations, ça fait partie des obstacles que tu as dû dépasser? C'était d'abord en toi ou quels obstacles tu as eus sur ta création d'entreprise? Alors, à l'époque, le coaching, c'était pas un métier courant. Donc, je suis Verseau, donc j'ai un petit côté avant-gardiste, un peu visionnaire. C'était un métier qui n'était pas... Enfin, ça existe depuis 20, 30 ans en France, je ne veux pas dire de bêtises, de manière à peu près officielle. Ouais. Mais il y avait très peu de diplômes, les gens ne comprenaient pas trop ce que c'était. Donc, la méconnaissance du public pour ce métier. Mon jeune âge, forcément, était un sacré obstacle parce que qui est-elle à 23 ans pour conseiller des personnes parfois 2 fois son âge sur l'entrepreneuriat? Quels autres obstacles il y a eu à dépasser? Je dirais tout ce qui est formalité administrative, ça me faisait super, super peur. De créer une société, faire de la compta, de la gestion. Et je pense qu'on a les 3 pôles les plus durs. Donc, un marché pas forcément mûr, un métier à vulgariser et tout l'aspect prise de responsabilité, administrative, gestion, structuration. Ça, c'était le plus dur. Et sinon, envoyer, faire plein de com, se bouger, réseauter, ça, il n'y avait pas de souci. J'adore. D'accord. OK. Donc, en fait, tout le travail amont entre le burn-out et ton installation, ça a été aussi un des obstacles que tu as dû travailler, c'est-à-dire sur toi d'abord, pour pouvoir passer tous les autres obstacles de vous montrer ce qu'était le coaching à ces dirigeants d'entreprise, faire les Oui, formalités administratives, le réseautage. Mais d'abord, le travail, il a été finalement en toi avant de oui, pouvoir se voir à l'extérieur, c'est ça? oui. Ah oui, ça, je le dis toujours et même dans le livre que j'ai écrit, je mêle vraiment et l'humain, le travail sur soi et le côté action technique. Parce que s'il y a des choses qui ne sont pas alignées à l'intérieur, on ne peut pas les déployer à l'extérieur. C'est impossible. Souvent, on a des mécanismes à l'intérieur qui s'opposent et ça crée des points de tension émotionnelle énormes, des grosses résistances. Donc, c'est vraiment la résilience qui est un carburant pour avancer quand on est entrepreneur. Et c'est normal d'avoir peur et d'être en colère et de pleurer. Et ça fait partie du jeu. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, c'est cool. C'est une belle Ah, expérience de transformation. merci de partager ça. Euh, Du coup, est-ce que ça rejoint aussi la nécessité dont on parle souvent d'avoir une vision en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneuse? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu sais déjà où Ah tu oui, veux aller? Vas-y, oh oui. pardon. Et plus la vision est grande, plus le challenge est grand. Donc, plus ça fait peur, mais plus c'est excitant aussi. C'est pour ça qu'on le fait.
Oui, la vision est primordiale parce que s'il n'y a pas de vision, qu'on fait ça juste pour gagner de l'argent, le stress financier du début ou de la suite ou des périodes, ça fera des vagues, hein, parce que c'est corrélé directement à notre état interne. Euh, la vision est primordiale. Si on n'a pas cette vision-là, on ne pourra pas déployer toute cette énergie. Ça n'aura pas assez de sens et on ne sera pas à fond dans ce qu'on fait. À moins qu'on aime l'argent parce qu'on adore l'argent. Mais c'est possible aussi, et pas de jugement. Voilà. Mais une vision, ça permet d'avoir une mission, de soutenir une cause, de donner du sens, et c'est vraiment le carburant fondamental. Est-ce que tu l'utilises quand il y a des coups de mou, la vision? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je me dis pourquoi ça marche pas à ce moment-là. Je fais mon travail émotionnel, ok, qu'est-ce qui se joue en moi, et je me reconnecte à ma vision. Et le mois dernier, en toute transparence, j'étais complètement désalignée à ma boîte. Je m'ennuyais. J'avais créé tout ce que je voulais créer. Le déployer, c'est un peu moins ce qui m'excite, entre guillemets. Donc je m'ennuyais. Donc je me suis reconnectée à une vision plus grande et plus ambitieuse. Et là, c'est reparti. D'accord. Et du coup, tu as retravaillé tes valeurs par rapport à la vision? Est-ce qu'elles aussi, elles ont dû être adaptées par rapport à ce que tu as vécu il y a un mois, peut-être? Oui, tout à fait. Avant, j'étais plus dans le sois parfaite, montre l'exemple, comme tu es jeune, tu es la figure de proue qui va montrer aux personnes plus âgées, aux femmes, aux gens qui ne sont pas dans les codes du standard de l'entrepreneur que tu peux y aller parce que toi, tu as osé faire tout ça. Donc un peu ce côté sois parfaite. Et là, j'ai plus envie d'être dans la sensibilité, dans la vulnérabilité, dans le partage. Et c'est rigolo parce que tu m'as sollicité pour une interview. Ouais. En gros, plus on veut réaliser des choses grandes, plus on doit être humble et OK avec toutes ces vulnérabilités. Donc là, j'ai envie de créer un média pour éduquer toutes les personnes qui travaillent à comment fonctionne le système. Euh, Excuse-moi, j'ai quelqu'un qui est passé devant mon bureau. Euh, Toutes les personnes qui travaillent à comment fonctionne le système pour mettre plus de conscience sur son rapport au travail. Demain, j'ai un visio avec une personne très importante et connue pour développer une intelligence artificielle pour faire corréler les données de personnalité avec les données financières et les données de marché pour générer ces plans d'action. J'ai aussi envie d'apprendre à un maximum de consultants national la méthodologie que j'ai créée. Et tout ça, quand j'étais dans ce côté performance à fond, je pouvais pas le déployer parce que j'étais plus occupée à avoir l'air parfaite ou à être une entrepreneur qui réussit que à faire ce que j'avais à faire. Donc voilà, si ça peut répondre précisément à ta question. Ouais, c'est génial. Mais après, je trouve que ça va même plus loin que la vision ou les valeurs. Là, c'est presque une. Alors, c'est une expression un peu galvaudée, je trouve, mais la question de la mission de vie, du projet de vie, Oui. il y a quelque chose qui vibre en toi qui est différent de ce qu'il y avait il y a quelques mois. Moi, ce que j'entends en tout cas. Oui, tout à fait. On est sur la mission, clairement. Clairement, clairement. D'accord. Et du coup, c'est ce que tu es en train de découvrir, tu es en train de tirer le fil pour les. Enfin, finalement, c'est la première fois peut-être que tu t'autorises à aller si profondément en toi pour faire ça. Que je m'autorise à aller si profondément en moi, non, parce que je suis très connectée à la vision et j'ai un rapport assez spirituel à la vie, donc j'ai toujours senti que ce qui m'attendait, si je voulais vraiment tout déployer, c'était de la grande audience, des responsabilités, d'être un petit peu un leader du monde du travail de demain, je sais pas comment le dire. Euh, Avant, j'aurais jamais partagé ça sur une interview parce que je me serais dit, bon, qu'est-ce que t'es mégalo, c'est impossible, calme-toi. Et je perds le fil parce que trop d'émotions. Et c'est plus, par contre, m'autoriser à la mettre en place. Et donc, m'autoriser à poster sur LinkedIn, ok, je recherche des associés, à parler de l'intelligence artificielle sans avoir peur qu'on me pique le concept. M'autoriser à me mettre en connexion avec les bonnes personnes pour déployer tout ça, je dirais. D'accord. Donc, en t'autorisant la connexion, tu espères la synergie et peut-être même la symbiose avec tous ceux qui seront attirés par ce que tu es en train de vibrer et de montrer finalement en C'est ça. partageant. Et c'est Ouais. en train de se passer. C'est en train de se passer. Connexion à plein de belles personnes, des personnes influentes dans le milieu du marketing, de la spiritualité, des cryptos, des finances. J'ai l'impression que, je dis les taux se referment, mais là c'est cool parce que toutes ces personnes se rapprochent de moi et j'ai hâte qu'on passe au concret pour proposer ça au monde extérieur. D'accord. Donc, l'écosystème de ta nouvelle réalité, de ta vision un peu plus élargie spirituellement, a envie de se créer, quoi.
C'est en train de se matérialiser, tout à fait. Moi, je suis là, Génial. pourquoi pas. Génial, génial. Ouais, Alors, du coup, pour revenir à l'état d'esprit de l'entrepreneuse, on dit souvent que le mental, les pensées, les émotions peuvent être nos pires ennemis. Est-ce que tu as vécu cela par moment? Là, tu as évoqué il y a un coup de mou il y a un mois. Est-ce que c'est justement des pensées qui sont arrivées? Est-ce que c'est le corps qui t'a parlé? Comment tu as géré ça, en fait, il y a un mois? Alors, il y a un mois, j'ai pas voulu le gérer, donc mon corps m'a dit, allez, chope le Covid. Ah, Mets-toi à l'idiot et réfléchis. merci le Covid. J'ai fait deux crises de foie dans la foulée, donc malheureusement, ça passe souvent par le corps, à somatiser. J'ai l'impression que c'est un peu un exorcisme émotionnel à chaque fois, j'emploie des termes forts. Au quotidien, j'essaie d'être en permanence en connexion avec mon corps, voir ce que je ressens, de me créer des espaces où je peux exprimer ces émotions en sécurité. Parce que malheureusement, quand on est entrepreneur, on est souvent en représentation, en contact avec les autres et pas facile que de lâcher le sourire pour dire tout va bien, hein, surtout quand on a une boîte qui s'appelle La Positive. Et, des fois, j'ai détesté ce nom-là. Je disais, oh, la positive, et là, t'es pas bien, tu pleures. C'est pas évident. Donc, être en contact avec ses émotions, leur laisser l'espace de s'exprimer et surtout se faire accompagner, pas en permanence pour pas que ça devienne une addiction, entre guillemets, mais dès qu'on voit un mécanisme qui bloque, y aller. Y aller, y aller. Encore là, aujourd'hui, j'ai une petite énergie. Hier, j'étais avec quelqu'un qui m'accompagne. On a travaillé le rapport à l'argent. C'est lourd, c'est dur. Donc, c'est tout un parcours de résilience émotionnelle. Et les émotions, c'est des super guides, à condition qu'on les autorise à nous traverser et qu'on les transcende derrière. Parce que dès qu'elle est transcendée, pouf, ça libère de l'énergie et on avance et on déchire tout. Tu vides la coupe pour mieux la remplir, en fait. C'est ça. D'accord. Et donc là, tu parles que tu es accompagné, mais est-ce que toi, tu as des rituels personnels que tu mets en place au fil de ta journée ou de ta semaine, justement pour te ressourcer et te reconnecter? Tu dis que tu te connectes en permanence à ton corps, mais est-ce que c'est en permanence, ça fait gros? Est-ce que c'est plutôt des petits temps que tu reviens à toi, à ton corps? Comment ça se passe en fait sur une journée typique de Laura entrepreneuse? Sur une journée typique de Laura, je le fais pas assez, en toute transparence, je ne m'occupe pas encore assez de moi. J'ai une nature hyper altruiste où je suis toujours connectée à l'autre. Quand ça se passe bien, je prends le temps de me réveiller, je me fais 10 minutes de mantra, 10 minutes de méditation pour être bien au calme, pour réguler le côté hormonal, chimique du cerveau, hein, tout simplement. Pas de petit-déj parce que jeûne intermittent. Je vais au bureau, beaucoup d'hydratation, parce que quand on n'est pas assez hydraté, le cerveau ne peut pas processer et les émotions restent coincées. Je me fais toujours à manger. Donc j'évite de manger n'importe quoi. J'ai un corps assez exigeant là-dessus, donc je fais très gaffe à tout ça. Et surtout, c'est une sorte d'hygiène émotionnelle où quand j'ai un échange avec quelqu'un où il y a du positif, je dis le positif. Et quand il y a un désalignement, une colère, une incompréhension, j'essaie d'en parler pour toujours désarmer les émotions qui pourraient devenir des obstacles ou des freins par rapport à ça. C'est en ça que je me régule. Un peu de sport quand j'ai encore d'énergie et surtout le sommeil. J'ai l'impression d'être un enfant, mais si je ne dors pas assez, je n'arrive pas à déployer tout ce que j'ai à déployer. D'accord, oui, c'est une vraie hygiène de vie, hygiène émotionnelle, hygiène mentale, c'est chouette. Après, j'entends bien que des fois, le manque de temps ne te permet pas de tout faire, mais tu essayes d'avoir une régularité, c'est ça? Tout à fait. Et surtout, parce qu'on pense souvent à prendre soin de soi, à être dans une discipline pour faire les choses bien, mais s'accorder des temps fun aussi, des temps de décharge avec les amis, avoir une vie privée et à s'éclater, parce que pour ma part, si j'ai pas ces moments de joie, il me manque un peu de carburant aussi. Donc c'est tout un équilibre entre le repos, la joie et le boulot où on en va. Mais est-ce que si je te dis que j'entends quelqu'un qui essaye aussi d'être beaucoup connecté à l'instant présent, ça te parle pour pouvoir décider Oui, et ah oui, agir? oui, oui. Ouais. Clairement, c'est presque une guidance intuitive au quotidien. Enfin, j'ai eu un bel éveil ces dernières années, en toute transparence. Et je le sens directement quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, oui, une guidance au quotidien, une écoute de l'instant présent. Et aussi, j'essaie de respecter les moments où j'ai besoin d'être seule. Là, par exemple, j'avais 2 bureaux dans mon coworking. Je me rends compte que quand je travaille avec 4 personnes dans la pièce, je suis tellement sensible que je suis impactée par les émotions des autres.
Donc, quand je veux être en productivité, je me mets dans ma bulle. Donc, je rends mon bureau et je les passe en open space comme les freelances. Et voilà, essayer d'équilibrer tout ça, d'être au maximum à l'écoute de ce que je perçois pour pouvoir donner le meilleur de moi-même dans les moments de haute énergie. Finalement, tu es connecté beaucoup à toi-même plutôt que d'être beaucoup dans le mental. On a toujours cette image un peu de l'entrepreneur qui est visionnaire, qui est tout le temps dans le mental, dans la projection. Toi, finalement, il y a une sorte d'aller-retour très, très fluide de ce que j'entends entre l'instant présent et puis, oui, il faut se projeter aussi pour avancer son entreprise. Oui, je suis quand même beaucoup dans le mental. Hein, je ne vais pas faire la grande sage ou la prophète, hein, mais je sais qu'ils travaillent en collaboration. Genre, je ressens un truc, qu'est-ce que c'est bon? On analyse, clac, ça remonte, on passe à l'action. D'accélérer ce processus-là. Là où j'ai encore du travail, c'est à vivre et à libérer l'émotion. Parce que je vais la bloquer et après, quand je crée un espace pour la faire sortir, c'est un peu coincé. Donc, pour fluidifier le processus, il me manquerait ça, entre guillemets. D'accord. Et du coup, dans ta vie entrepreneuriale, est-ce que tu connais, alors il y a beaucoup de créatrices qui le vivent et qui des fois baissent les bras quand elles vivent ça, c'est les hauts et les bas émotionnels, c'est-à-dire qu'un jour c'est l'apothéose et le lendemain ou même quelques heures après, ça va être la catastrophe internationale. Est-ce que tu en vis encore? Est-ce que tu en avais vécu? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'avec ce ressenti je dois, pas d'injonction, que je suis appelée à faire des grandes choses, j'ai un travail émotionnel qui est très dense et très intense. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie et de ma personnalité, tout le temps. Le max où j'arrive à être sur une émotion stable, ça va être une semaine parce que je suis hyper en joie, j'en vois. Et si il y a une perturbation émotionnelle moyenne ou forte, l'équilibre se recasse la figure et il faut remettre cet équilibre-là. Et c'est un jeu de funambule en permanence. Mais avec une personnalité émotionnelle comme la mienne, c'est aussi mon carburant. Donc j'accepte et je surfe les vagues, comme on dit. Et est-ce qu'au fil du temps, tu t'aperçois quand même que les hauts et les bas sont moins très hauts et moins très bas? Ah, alors, malheureusement, pour moi, ils sont plus très hauts et plus très bas, mais ils sont plus conscients, donc plus acceptés. Avant, je me serais noyée dans un verre d'eau. Aujourd'hui, je peux boire 3 fois la tasse et je me dis, OK, c'est normal, ça fait partie du processus. D'accord. Et tu es Donc, capable de te dire à toi-même après la pluie, le beau temps, et du coup, quand ah même, oui, te plaisir rationnellement. D'accord. toujours. Et la théorie de l'élastique, dommage, je n'ai plus ma boîte avec les élastiques. On est un peu tiré vers le bas, mais poum, on monte 10 fois plus haut après. Donc je sais que les périodes où ça creuse, mais autant se laisser glisser dans le creux pour libérer l'énergie et remonter et déployer. Donc voilà, j'aime bien cette théorie de l'élastique. Ça tend et je ping. Elle est parlante. Elle est parlante. Et alors, là, on a parlé de beaucoup de thématiques. Est-ce que tu peux nous parler d'autres difficultés que tu rencontres dans ton quotidien de vie d'entrepreneuse, ou si tu peux te rappeler de création d'entreprise, quelles étaient les difficultés que À tu as la eues? création, il y a toujours cette histoire de légitimité. Qui suis-je pour faire ça, pour lancer ça, pourquoi on va me faire confiance? Euh, ça se bosse. Ouais. Ça Comment tu as fait? revient. Même quand on a des plus grosses structures, c'est très simple de se remettre en question. Après, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel non plus, mais Comment tu le le traduis du coup, sujet. toi, enfin, justement, ça c'est ce qu'on appelle, il y en a beaucoup aussi qui en parlent, du syndrome de l'imposteur, c'est ça? Oui, Euh, Toi, tu le gères comment? Ou tu l'apprivoises comment? Ou quel message ça te dit si tu éprouves cette sensation-là? alors, soit c'est un désalignement par rapport à ce que j'ai envie de faire, et mon syndrome de l'imposteur, ça leur revient de renforcer ma croyance que je suis pas à ma place. Soit c'est des failles d'estime de soi. Donc j'essaie de laisser couler l'émotion pour aller au fond et quitte à, j'en sais rien, me regarder dans la glace, dire t'es nul, tu sers à rien, de toute façon ce que tu fais, c'est beaucoup trop grand pour toi. Je laisse faire le saboteur, entre guillemets, je laisse s'exprimer et après j'essaie de me rassurer. J'en parle à des personnes plus expérimentées ou à des personnes dans l'accompagnement et on voit quelle blessure est en jeu pour essayer de la soigner, de la sécuriser, de la rassurer. Et après, on repart de plus belle. Donc, ça veut dire que tu ne mets pas le couvercle dessus, tu le laisses dire ce qu'il a à te dire. Enfin, cette petite voix, elle te Oui, dit ce qu'elle a à te dire et tu vois ce qu'il y a à trier. Finalement, il y a peut-être du bon aussi dans ce que dit cette petite voix. pas tout le temps. Tout le temps. C'est un peu comme quelqu'un qui va nous agresser dans la rue.
vous avez failli m'écraser, nanana. Oh, monsieur, mais vous avez passé une mauvaise journée, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un peu dialoguer avec cette voix-là, sans schizophrénie aucune. Mais... Mais être à l'écoute de toi. Ça, on en revient aussi ouais. à se recentrer sur soi pour trouver des réponses qui sont très souvent en soi ou avec un regard extérieur des fois. Tu parles beaucoup d'accompagnement. Est-ce que tu te fais accompagner sur diverses thématiques par diverses personnes, c'est-à-dire un aspect business, un aspect émotionnel, un aspect développement personnel? Comment tu gères ça en tant qu'entrepreneuse? Alors, en effet, j'essaie d'être accompagnée en fonction des émotions, des situations qui se présentent à moi. J'ai testé des tonnes de choses, parce que j'adore ça. C'est un petit peu ce qu'on adore dans l'entrepreneuriat aussi, c'est d'évoluer en permanence. J'ai eu un petit du travail à une époque, j'ai eu un coach en neurosciences qui m'aide à un peu réguler la chimie des émotions. Là, j'ai un accompagnement un peu plus sur le volet spirituel pour canaliser ma sensibilité et mon intuition. Il y a la semaine dernière, j'ai eu un coaching par quelqu'un qui est assez spirituel, mais c'est un ancien chef de projet, donc il dit qu'il accompagne les rêveurs à concrétiser un peu dans la matière, entre guillemets. Donc, on est parti de tout le processus des grandes idées dont je vous ai parlé, et on a fini par créer des plannings Gantt pour dire, Laura, maintenant, voici la première action à mettre en place. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un échange de services avec quelqu'un qui fait de la gestion financière, un directeur financier externalisé. Tout simplement, dans mes équipes, j'ai des gens qui n'ont pas mes compétences. Là, j'ai aussi fait rentrer, sont en train de rentrer à minima une associée et une deuxième qui ont des compétences que je n'ai pas. Donc, l'idée, c'est d'aller déployer le maximum de qui on est, mais aussi de déléguer à d'autres personnes ce qu'on n'est pas capable de faire, ce qu'on ne souhaite pas faire, ce qui ne résonne pas avec nous, et sur le plan émotionnel, mental, etc., se faire aider. Aussi de l'EMDR, ça marche très très bien chez moi pour aller sortir des traumas, des émotions pas très jolies qui sont refoulées bien au fond et libérer des mécanismes une fois de plus. Donc plein de choses, autant business, financière, technique, marketing et après de l'accompagnement sur diverses thématiques. C'est comment tu qualifierais ça? Un besoin régulier d'être accompagné ou ça peut être juste au coup par coup, Ouais. c'est-à-dire que tu peux passer 6 mois sans être accompagné par personne? Si c'est un besoin, attention, c'est qu'il y a une forme de dépendance à l'accompagnement. Si c'est aller chercher une ressource externe parce qu'à un moment on se rend compte qu'on a une limite et qu'on est bloqué, c'est ok. Pour ma part, tout va assez vite, donc ça se présente assez souvent, mais de mars à octobre à peu près, j'ai volontairement fait en sorte de ne pas être accompagnée pour me mettre en autonomie. Et après, on peut devenir un peu boulimique. Du coup, ça t'a apporté quoi de te retrouver avec toi-même finalement? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Un espace pour plus passer à l'action, je dirais. Entre octobre, je suis passée de 6 à 12 personnes dans mes équipes, j'ai investi dans des plus grands bureaux. Donc, je me suis laissé l'opportunité de me mettre en autonomie sur le déploiement de tout ça. D'accord, donc là, du coup, moins le mental et vraiment l'action. Oui, tout à fait. D'accord. Eh bien, génial. Merci pour tous ces partages, Laura. Une ou deux dernières questions, si tu veux bien. Quel conseil donnerais-tu à ton toi d'avant la création de ton entreprise pour mieux réussir ou réussir de manière différente? Quels seraient les 3 conseils que tu te donnerais à ton toi à 23 ans? À 23 ans, alors j'en ai bientôt 29. Alors, je lui dirais de ne pas négliger la sécurité financière, parce que c'est bien d'avoir plein de belles idées. Si on peut avoir un parachute dans le sac à dos, c'est quand même mieux. Pour toutes celles qui vont s'installer à leur compte, de se former un peu aux pratiques commerciales pour être en capacité d'aller vendre ses prestations rapidement et pas que communiquer ses idées. À la petite Laura de 23 ans, lui dire que même si elle est jeune, elle a toute sa place. Ça, c'est la rassurer. La maturité n'a pas d'âge. Donc, quand on a de belles idées et surtout plein d'énergie, c'est un combo. Il ne faut pas hésiter à déployer. Et je lui donnerai beaucoup de douceur parce que avec toute l'énergie que j'ai, je suis un peu bourrin.
Et je m'en fais mal à chaque fois. Donc tranquille, on y va gentiment, on canalise cette énergie et ça va bien se passer. Donc tout l'aspect formation commerciale, financière, de la bénévolence, de la douceur, et après un peu de structure pour déployer tout ça. D'accord, super. Donc du coup, là, tu as aussi donné finalement les conseils que tu donnerais à une femme qui est en train de nous écouter et qui veut créer son entreprise. Ça serait la Ah douceur, oui, la bien. sécurité financière et Oui. d'accord. Euh, Juste par rapport à la sécurité financière, il y a beaucoup de femmes, justement, qui, par rapport aux hommes, ne passent pas le cap de quitter le salariat pour créer son entreprise parce que, justement, elles disent, j'ai aucune garantie de me dire que je vais gagner ma vie. Et du coup, il y en a plein qui passent pas. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine insécurité à accepter aussi? Si. Si, tout à fait. C'est un énorme lâcher-prise de se dire que là, j'en sais rien si on gagne 2 000 € par mois, qu'on veut en gagner 10 000, hein, peu importe, Ouais. ce n'est qu'un chiffre, 5, 10 000, 30 000, 50 000, ce qu'on veut. Euh, Ce que je dis depuis récemment, c'est que le jour où on a réussi à décorréler son stress de l'argent, on est en sécurité pour y aller. Donc, se faire confiance dans le fait qu'on va pouvoir produire des ressources, c'est un indispensable et un basique pour l'entrepreneuriat. Et pour celles qui ne veulent pas sortir du salariat, il y a toujours des petits montages sur votre temps libre où vous allez pouvoir commencer à mettre des choses en place, générer les premiers euros. Et ça, c'est toujours la désolée, je vais être vulgaire, la putain de priorité de gagner de l'argent rapidement sans être parfait, sans avoir le super site internet. Et je ne prêche pas pour ma paroisse, je vends des sites internet parfois. Euh, Se lancer, même si c'est imparfait, pour remplir la cagnotte financière, se mettre peut-être 6 mois de rémunération au chaud et pour avancer plus en sécurité. Parce que sinon, on avance dans la survie, c'est inconfortable en permanence, les émotions sont ingérables et la sécurité et la sérénité permettent de se déployer de manière plus fluide. Mm. Et je dirais même pour celles qui sont un peu sensibles au concept spirituel, quand on est en insécurité, on va déployer beaucoup de yang et du coup tout va être dur, il n'y aura rien de fluide. Alors que quand on sécurise avec l'argent, qu'on se donne cette protection-là qui est plus attribuée de manière archétypale aux hommes, Ouais. on peut déployer son yin et donc incarner la femme entrepreneur puissante, oui, mais dans la douceur. Quelque chose de plus fluide, de plus je vais dire voluptueux, je sais pas pourquoi c'est ce mot qui vient, je vais sortir, mais Ouais, il est parlant à ce moment-là, ouais, il est bien. on tient l'espace, on est bien, on rayonne, il y a un côté magnétique qui va se développer, qui fait que les clients arrivent parce qu'on est bien et on est en sécurité. D'accord. L'abondance, c'est pas le manque, donc les gens, ça va mettre bien les gens, ils vont venir à nous. Donc, ce que j'entends, il y a quand même aussi un rapport à l'argent à travailler finalement, parce que là, on Ouais. surfe entre sécurité et insécurité financière, et il y a un juste milieu, j'ai l'impression, Oui. à trouver pour se lancer. Toi, si tu te donnes le conseil à toi-même pour tes 23 ans de te travailler ta sécurité financière, c'est que tu l'as mal vécu, ce passage-là? Ah oui, tout à fait. Moi, j'y suis allée en mode kamikaze. Donc, j'étais en appart avec un conjoint pas très rigolo, un poste où je travaillais beaucoup trop pour pas cher. Je faisais du sport, j'avais repris le diplôme. Donc là, burn-out, je me mets entrepreneur. Le conjoint qui comprend pas trop. Donc, j'ai tout lâché, hein, l'appart, le mec, les habitudes. Je me suis lancée dans le vide. Et ce que je dis dans mon bouquin, merci Pôle emploi d'avoir financé ma première expérience entrepreneuriale. Donc, Oui, c'était c'est vrai. 6 gardes avec 1100 et quelques euros par mois. Je devais monter la boîte, la déployer, alors que je ne savais pas des fois comment boucler les fins de mois. Donc, c'est chiant. On n'a pas à vivre ça. Autant s'organiser en amont, s'éduquer à l'argent. Hmm. Et même au-delà de l'argent, je dirais, j'en fais ma spécialité un peu aujourd'hui dans les coachings que je propose le samedi après-midi pour m'amuser. Travailler son rapport à l'image, à l'influence, au pouvoir et à l'argent. Tous ces mots qui font très peur. Hmm. Mais quand on veut devenir indépendance, ok, je prends ma place, j'assume mon pouvoir personnel, hein, pas le pouvoir qui écrase, le pouvoir, la possibilité d'eux. Ouais. J'accepte d'avoir de l'influence et donc une responsabilité sur les personnes avec qui je vais interagir dans ma sphère pro et j'accepte ce rapport à l'argent. Et le rapport à l'argent, il est corrélé d'un sacré paquet d'émotions. Ouais. Livia Quero et Christian Junot de traiter ces sujets avec beaucoup de justesse. Oui. Et on a 4000 ans d'histoire patriarcale à déconstruire pour s'autoriser à prendre la même place que les hommes. Donc je vous invite à vous éduquer là-dessus pour avoir plein de conscience. Très bien, impeccable. Est-ce que tu veux nous dire deux mots sur ton livre? Parce que je n'avais pas remarqué que tu avais écrit un livre, je suis pas bien. Mon livre.
Attendez, je vais vous le chercher. Ah, super, génial. Ah, mais je suis désolée. Alors, j'ai pas bien travaillé mon interview. Je suis désolée. Je ne savais pas que Laura avait écrit un livre. Donc, voilà, on va se laisser. Vous l'avez peut-être pas dit, tout simplement. Non, donc, c'est l'entreprise de demain. Ouais. C'est un ouvrage que j'ai écrit à 27 ans quand j'ai ouvert La Positive. Ouvrage un peu connecté. Je l'ai écrit en 40 heures. Les gens me regardent avec des yeux comme ça à chaque fois. Donc, la structure est descendue et après, je l'ai rempli. L'entreprise de demain, c'est un ouvrage justement qui va dans le sens de ce que tu proposes. C'est pour motiver les gens à entreprendre avec un peu plus de conscience. Donc, on va dire que c'est un tiers de dev perso, un tiers de technique, d'éclairage sur tous les sujets, management, statut, associé, pas associé, comment on fait son commerce, comment on fait sa communication. Sur gros fond d'humanisme, parce que je revendique à fond la cause humaniste. Je crois en l'être humain et qui propose un nouveau modèle entrepreneurial et économique pour le monde de demain. Donc, en 2 ans de crise sanitaire, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui vont dans le sens de ce que je pressentais, de ce que d'autres ont partagé. C'est pas moi qui ai inventé ces choses-là, mais je les ai partagées un peu à ma sauce pour les vulgariser. Donc voilà, pour ceux qui veulent entreprendre, on m'a dit que c'était une jolie conversation qui se lit en 3 heures et qui donne grave envie de se lancer. Oh, bah excellent. Tu peux nous le remontrer et dire à quelles éditions c'est publié? Un petit challenge. Donc, pour l'instant, c'est en édition sur Amazon. Sur Amazon. Et dans mes challenges de l'année, il y a m'autoriser à aller voir les maisons d'édition dont les valeurs me plaisent pour aller chercher cette grande audience-là. J'ai fini de travailler mes blessures d'exposition et après j'y vais promis. Ok, génial. Et écoute, on te souhaite plein de bonheur pour aussi l'aventure éditoriale parce que c'est aussi une aventure. Merci. Écoute, je vais te libérer peut-être, Laura, parce que je pense que l'heure tourne aussi sur ton calendrier entrepreneurial. Oui, tout à fait. Mes clients ne sont pas encore arrivés, donc non. Mais tu as une interview après, il me semble. Oui, c'est ça. Mais voilà, je voulais juste te dire un grand merci pour cette interview qui est vraiment la première. Donc, logiquement, tu es diffusée demain soir, donc mercredi 26 janvier à 19h. Je me permettrai de mettre toutes tes coordonnées, ton Facebook, ton Instagram, les coordonnées du livre. Je vais aller les chercher aussi. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, Laura? Pour les femmes qui se lancent, n'hésitez plus une seconde, ne doutez plus de vous et allez-y. Juste vivez cette expérience. On a tous toutes les ressources pour s'en sortir et quand on n'est pas sur le bon chemin, la vie se charge de nous le montrer. Donc, c'est faire confiance au processus. Donc, s'il y a l'envie à l'intérieur, allez-y. Ouais. Des fois, les burn-out sont un bon indicateur qu'on n'est pas sur le bon chemin. Tout à fait, burn-out ou bore-out, les deux. C'est vrai, il y a les deux, tu as raison. Écoute, je te remercie beaucoup, Laura, et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir, merci. Au revoir.